Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 66e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège en développement des affaires. D'abord, bienvenue à ceux qui joindraient à nous pour la première fois. Merci de prendre un moment de votre journée pour entendre ce qu'on a à dire. Le Meeting des ventes, le principe est assez simple. Ça le dit, c'est le Meeting des ventes du lundi. Donc, c'est live le lundi matin sur LinkedIn, YouTube, Facebook. Par la suite, c'est disponible sur les différentes plateformes, que ce soit encore là, LinkedIn, YouTube, Facebook, mais Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et un paquet d'autres plateformes. On se rencontre le lundi matin, on parle de vente, de développement des affaires dans une ambiance relaxe, mais toujours dans un but de se motiver pour connaître une bonne semaine en développement des affaires. Cette semaine, comme vous le savez, les épisodes qui sont divisibles par 3, je reçois un invité. Cette semaine, je reçois Thierry Allegrucci de Strategium. C'est un intégrateur EOS. Il va nous expliquer ce que c'est. En fait, on va l'accueillir immédiatement. Bon matin, Thierry. Bonjour, Simon. Ça va bien? Ça va très bien. Good. Hey, j'espère que je n'ai pas massacré ton nom de famille. Tu l'as très bien dit. Je l'ai très bien dit, merveilleux. 10 sur 10. Cool, merveilleux. Hey, Thierry, content de te recevoir ce matin. Dans le fond, on parlait un petit peu backstage. Strategium entre intégrateur EOS. Donc, Strategium, c'est ta boîte. Ouais. Intégrateur EOS, c'est ce que tu fais. C'est ce que je fais. Parle-en un petit peu. Juste expliquer, on va y revenir plus tard, là, mais vu que je l'ai dit en intro. Intégrateur EOS, c'est je travaille avec les entrepreneurs et leur équipe de direction pour les aider à développer, déployer le système EOS dans leur entreprise. Puis c'est un système d'opération, c'est un cadre de travail, de gestion et de discipline pour les aider à prendre le contrôle. OK. Donc, c'est un framework qui existe. Ouais. Un peu, dans le fond, si je comprends bien, toi, c'est on va mettre entre guillemets, là, une franchise que tu as achetée, ouais. Une licence que tu as achetée que tu peux redistribuer. Exactement. Cool. Mais, tu sais, je veux pas te vieillir, là, mais c'est clairement pas ta première job. Donc, tu sais, en préparation du show, je suis allé fouiller un peu sur ton LinkedIn, qu'est-ce que tu as fait et tout. J'ai découvert que, tu sais, tu as fait des études polytechniques, HEC. Puis tu as lancé ta boîte milieu des années 90, à l'âge de 27 ans. Fait que parle-nous un petit peu de ça. Comment tu t'en es venu à lancer ça? Après Poly, j'ai fait 5 ans de job. Dans une entreprise qui vraiment, j'ai été chanceux. Tout de suite, j'ai embarqué en affaires parce qu'en 92-93, il y a eu la récession. Des amis qui ont eu la bonne idée de partir en pack-sac, faire un tour de l'Europe, puis quand ils sont revenus, c'était la misère pour eux. Donc, j'ai embarqué tout de suite après Poly dans une petite compagnie en génie mécanique, faisait la fabrication d'équipements industriels. Et cette compagnie, il y avait un beau produit, mais très mal géré. Ils ont fait faillite après 2 ans. Ils se sont fait racheter par une autre compagnie. Ils ont fait faillite 2 ans après. Et là, je me suis retrouvé dans une compagnie qui s'appelle Volcano, qui faisait les chaudières industrielles à Saint-Hyacinthe. Et dans le temps, je faisais du triathlon. Je me suis lié d'amitié avec un autre gars qui faisait du triathlon là-bas, qui était contrôleur. Et lui disait, je veux partir en affaires, mais je ne sais pas dans quoi. Puis moi, j'avais cette envie de partir en affaires aussi. Et je lui dis, écoute, moi, j'ai vu. Ça fait 4 ans que je travaillais dans une compagnie qui faisait un produit qui a de l'avenir, que je voyais du potentiel, mais c'était mal géré. On pourrait faire ça. Puis on est parti. En 95, il y avait le plan Payet dans le temps. C'était Ministre Payet qui avait mis un plan, je pense que c'était avec la Banque nationale, qui donnait un 50 000 $ de financement pour démarrer les entreprises, puis remboursable après ça sur plusieurs années, là, sur 7 ans. Et ça a été l'opportunité pour nous de démarrer. Donc, ça a été un succès pour nous. Ça nous a aidés. Ça a été le boost pour partir l'entreprise. Et donc, on est un des seuls qui a remboursé ce plan-là. Il y a eu beaucoup de salons de coiffure. Ça a été un fiasco. Nous, on a été un succès de ça, mais ça n'a pas été un mais tu sais, malheureusement, c'est la réalité de beaucoup de plans, programmes gouvernementaux. Mais tu sais, l'idée, en tout cas, de ce que je comprends, puis ma vision des choses, c'est que tu sais, en anglais, on dit c'est un numbers game. T'en veux un qui fait un coup de circuit, même si les autres... tu sais, ce que je comprends, c'est que la compagnie a eu une belle vie, puis a été rachetée par la suite. On a créé 50 emplois, puis on a vendu en 2008, 13 ans après. OK, vendu en 2008, puis là, tu as fait quoi? Je veux dire, tu vends ton entreprise,
Qu'est-ce qui se passe avec toi suite à ça? Ben, on avait vendu l'entreprise parce qu'avec mon associé, on était, je pense, je le vois maintenant là, avec EOS, c'est qu'on ne s'est jamais arrêté pour se dire, ultimement, qu'est-ce que tu veux de l'entreprise? OK. Et en réflexion, en revenant en arrière puis en pensant sur la relation que j'avais avec mon associé, je pense que c'est ça qui a été la friction pendant toutes ces années. Puis c'est pour ça, éventuellement, qu'on a vendu la compagnie. On s'est dit, on va se libérer chacun d'eux, de nous, puis on va être capable de travailler dans la même compagnie puis de grossir avec un plus gros joueur. Donc, OK. moi, je suis resté 2 ans et demi avec l'autre compagnie. D'accord. Comme directeur, avec la compagnie que j'avais vendue, je suis resté pendant 2 ans et demi. Puis après ça, j'ai quitté quand j'ai vu que les directions n'allaient pas vers où est-ce que je voulais aller. OK. Donc, dans le fond, si je comprends, tu as 2 associés, quelqu'un qui faisait du triathlon comme toi. D'ailleurs, je viens d'apprendre que tu faisais ça. On va peut-être en reparler tantôt. Ouais. Vous avez bâti l'entreprise pendant 13-14 ans. Vous arrivez à un moment donné à un point qui dit, OK, là, nous, la chicane n'est pas prise, mais on n'est pas satisfait ni un ni l'autre. Un peu comme, je veux dire, c'est un vieux couple qui se rend compte que on se chicane pas, mais le chemin, c'est un T. Puis on part chacun de notre côté. Tu as fait 2 ans là. Puis là, encore là, tu te rends compte que la nouvelle entité qui vous a acheté, tu cadres plus là-dedans. Fait que qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? J'essayais de me battre contre les changements qu'ils voulaient faire. Le nouveau CEO de l'autre organisation qu'ils avaient acheté. Puis à un moment donné, quand c'était too much, j'ai fait comme bye. OK. Donc j'ai carrément donné ma démission. Et j'ai pris 6 mois off à réfléchir à ce que je voulais faire. Mais ça n'a pas pris de temps. Après 3 mois, 4 mois, rester à la maison, faire des activités, du sport, tout ça. Mais là, je me sentais... ça bougeait. C'est un entrepreneur, c'est ça? Je fasse quelque chose. Fait que je me suis passé en entreprise. OK. Avec l'ouvrage que j'avais fait durant toutes ces années-là, je connaissais beaucoup de manufacturiers à l'extérieur, des clients potentiels et tout. Et j'ai décidé de faire un représentant de vente industrielle au Québec. Donc, j'allais chercher des compagnies à l'extérieur du Québec pour les amener au Québec pour vendre des produits industriels. Okay. Donc, je me suis monté une belle brochette de produits complémentaires, 12 produits. En 6 mois, j'ai signé plein d'ententes et j'ai commencé à vendre encore. Ça a bien été, sauf que le marché industriel en 2011-2012 était pourri au Québec. Après 1 an, je le sentais à l'intérieur. Je dis non, je ne suis pas dans un océan bleu, je suis dans un marécage. Il n'y a rien qui va arriver avec ça. Mais j'étais quand même tenace. Puis là, j'ai un ancien client de mon ancienne compagnie qui m'a appelé et qui m'a dit, écoute, j'étais allé le voir, j'étais allé présenter les produits, j'essayais de lui vendre des choses. Et il m'a demandé une soumission. J'ai renvoyé la soumission en 2 jours. Puis là, il a été impressionné par la rapidité, la qualité du document, tout. Il dit, écoute, je cherche quelqu'un en développement des affaires. Développement des affaires, c'est ce que tu es intéressé. Fait que là, j'ai dit oui, mais je veux quand même essayer de continuer mon truc. Fait que j'ai fait 50-50 pendant 1 an. Puis c'est quand je me suis rendu compte que l'autre chose n'allait pas décoller parce que le marché n'était pas là, j'ai embarqué 100% avec la compagnie Fifth Solios, qui sont des manufacturiers d'équipements de contrôle de pollution. Des gros équipements pour les alumineries. On a équipé toutes les alumineries en épurateurs de gaz avant que ça sorte dans les cheminées, les cimenteries, tous les procédés. Donc, tout ce qui est industrie lourde. Oui, dès qu'il y a une cheminée, il faut nettoyer les gaz avant que ça sorte. Puis on faisait des gros équipements. C'était vraiment intéressant comme... OK. Ben, tu vois, moi, le côté où j'ai accroché, dans le fond, tu étais agent manufacturier pour une 12aine d'entreprises. Puis pour les... Je sais pas si tout le monde ici, tu sais, ce que je comprends, toi, tu es familier avec le concept. Moi, je suis familier avec le concept. Mais un agent manufacturier, comme Cyril l'a dit, c'est quelqu'un qui a une business, qui est travailleur ou qui est une entreprise établie sur un territoire et qui représente des entreprises sur ce territoire-là donné. Puis tu as généralement une exclusivité et une redevance sur chacune des ventes qui est faite. Mais je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. C'est pourquoi? Parce que je suis entre l'arbre et l'écorce. J'avais aucun pouvoir. Je faisais toute la job d'aller représenter les compagnies, d'aller chercher les soumissions. Les soumissions, c'est les autres qui choisissaient le produit, le prix, tout. Ils me redonnaient ça. Puis là, quand je négociais... Il fallait que tu ailles vendre le principe de quelqu'un d'autre. Oui.
Ouais, puis j'avais pas le plein pouvoir. Tu sais. Je disais, écoute, il faut baisser le prix un peu, il faut changer ici. Ah non, non, on fait pas ça. Ah, OK, mais on n'aura pas la vente. Ah, ben. Donc, Ouais, OK. j'ai vraiment pas aimé ça. J'avais pas assez OK. de contrôle. OK. Bon. Ouais, Puis là, ça t'amène chez Five Solios, qui est une ouais, entreprise dans l'industrie. Fait que tu retournes un peu plus vers ce que tu faisais auparavant. exact. Exact. Puis, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Donc, développement des affaires. Il y avait un des produits en pollution, en contrôle de pollution qui avait de l'avenir, qui était délaissé. Le directeur général voulait que je développe ce marché-là. Donc, Mhm. j'ai fait les études de marché, j'ai fait beaucoup de congrès, essayer de voir dans quel marché on pourrait vraiment cibler, dans quel type de client on pourrait cibler pour vendre ces équipements-là. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. On fait des belles découvertes. On en a vendu un. Puis, un gros parce que c'est des projets, hein, ces compagnies ont travaillé Ouais. 4-5 projets par année, c'est des projets de multimillions. Et mon directeur général, il a annoncé qu'il voulait prendre sa retraite, mais qu'il voulait retourner aux ventes. Donc, on a fait un switch. OK. Je suis devenu son patron. C'est vraiment Ça doit être spécial. particulier, ça. Ouais, mais c'est un gars qui a super humain, aucun ego. Lui, il voulait faire ce qu'il aimait. Puis avant de prendre sa retraite, il voulait retourner aux ventes qu'il avait fait pendant des années. Et OK. il ne voulait plus être directeur général. Donc, moi, j'ai pris sa place. Et j'ai fait ça pendant 8 ans. OK. Ouais, ouais. Puis, fait que là, 8 ans, ça nous amène, si je compte bien, puis si je L'année regarde dernière. l'année dernière. Puis là, l'année dernière, tu décides que, OK, je me relance en entreprise, je redeviens entrepreneur. Ouais. C'est sûr que, tu sais, quand on est entrepreneur, c'est un feu qu'on a en dedans de nous autres, puis Ouais. des fois, la flamme est moins élevée, mais elle est toujours là. Mais Ouais. qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer à ce moment-là? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Bon, il y a le déclencheur. Premièrement, ça faisait 10 ans que j'étais chez Fifsolios, puis 8 ans que j'étais directeur général. Puis là, c'était pas mal routinier. J'avais besoin OK? d'être challengé. Donc, je me suis dit, il faut Mhm. que je fasse quelque chose d'autre. Si je restais dans le gros groupe, c'est un groupe industriel de 8000 employés français. Donc, il y avait de la place pour moi pour aller n'importe où dans le monde. Mais je ne voulais pas quitter Montréal. Il n'y avait aucune raison que je quitte Montréal. Donc, je me suis dit, j'ai pas d'avenir dans la compagnie, il faut que je fasse autre chose. J'ai des chasseurs de tête durant la COVID qui m'ont appelé. Je regardais, mais j'avais toujours, comme tu dis, ce feu-là d'être plus en contrôle de mes affaires puis de me Mhm. repartir. Puis, j'ai un collègue intégrateur OS qui faisait ça depuis 3 ans, un ami que je connaissais depuis 20 ans. Puis, il m'a donné un livre sur le système, ça s'appelle Traction. C'est un livre Ouais. qui décrit le système EOS. Il m'a donné ça, j'ai lu, puis je suis tombé en amour avec ce système. Puis là, j'ai fait OK. waouh, c'est vraiment cool. J'aurais aimé ça, avoir ça dans mes entreprises. Et là, il m'a parlé, il me dit ben, écoute, tu serais un bon intégrateur EOS. Il dit contacte EOS, je vais te référer. Puis là, j'ai fait les démarches et checké toutes les cases. EOS a checké toutes les cases pour moi, qu'est-ce que je voulais faire dans le reste de ma carrière. OK. Puis j'ai fait le saut février de l'année dernière. OK. Donc, ça fait un peu plus. On va dire, ça fait 18 mois là, maintenant que t'es relancé en entreprise. C'est Ouais, pas une nouveauté pour toi, tu l'as déjà vécu à quelques reprises dans ta vie, mais là, ouais, si je comprends, tu sais, dans tes autres entreprises, tu avais des employés, tu avais une équipe. ouais. Là, Stratégium, si je me trompe C'est pas, moi. c'est toi. Je viens Tu parles d'en- à je viens, 100. je viens d'engager une assistante virtuelle à quelques heures par semaine. Là, OK. on est 1 et point 2. Mais, mais tu sais, je parle à 100% de l'entreprise Ouais, présentement ce matin. ouais, OK, cool, cool. ouais. Puis ça, Puis, c'était une des choses qui m'attirait aussi après 30 années et plus de responsabilités. Je voulais avoir moins de responsabilités. Donc, je ne voulais pas me OK. repartir avec une entreprise, avec des employés et tout. Là, j'en avais eu assez. Ouais, ben, tu sais, c'est ça, là, t'es plus en phase, OK, pas que tu veux pas grossir, mais le rapport, on va appeler ça le rapport qualité de vie est très Ouais, important exact, pour ce que tu veux exact. faire pour la suite. Ouais, ouais, ouais. Euh, je te demanderais, tu sais, si on regarde ton parcours professionnel, puis où tu as eu plusieurs passes ou plusieurs phases entrepreneuriales, c'est quoi ton plus grand apprentissage? Le plus grand apprentissage. Le plus grand apprentissage, c'est ben, avec l'âge, je dirais, on se calme. OK? On se calme. Le plus grand apprentissage, c'est de ne pas toujours en vouloir trop. C'est de regarder
en arrière, qu'est-ce qu'on a accompli, plutôt que tout le temps pourchasser un but. Parce que le but, c'est humain. Le but, qu'on se rapproche du but, on le repousse, on le repousse, on le repousse, on le repousse, puis on est toujours en train de courir. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que de me poser un peu plus, puis de dire, OK, je ne peux pas tout faire, on ne peut pas tout faire. Il y a 4 heures dans une journée, il faut balancer son énergie avec ses buts et être raisonnable sur qu'est-ce qu'on se recherche. Puis quand on est démotivé, de regarder en arrière, voir les accomplissements qu'on a fait, plutôt que la cible qui est toujours loin. La cible est toujours loin, on la repousse. C'est puissant, ça. C'est un travail que je fais souvent avec mes clients, le pourquoi. Fais-toi un tableau de bord, puis pourquoi les gens ont fait affaire avec moi, puis c'est quoi mes bons coups dans les années. Parce que ce que je dis souvent, c'est, tu l'as vécu en entrepreneuriat, il y a toujours un vent de face. Des fois, c'est une petite brise, des fois, c'est une grosse tempête, mais il y a tout le temps quelque chose. Fait que d'être capable de regarder sur qu'est-ce que j'ai bien fait pour te continuer à te propulser. Puis là, ce que j'entends, c'est que j'ai quelqu'un qui me dit, OK, tu sais, slow is smooth, smooth is fast. Vas-y tranquillement, une bouchée à la fois, puis saute pas d'étape. Comme je te parlais, c'est un podcast de vente. En tant que vendeur, développement d'affaires, quand closer un gros deal, là, t'es content, là, l'adrénaline pendant 2-3 jours, puis après 3 jours, OK, what's next? T'es déjà en train de penser au prochain, puis t'es tout le temps dans le futur, puis tu prends pas le temps de t'arrêter puis de dire, OK, qu'est-ce qu'on a accompli? Ben là, je te poserais la question, est-ce que c'est un trait d'entrepreneur, ça, ou c'est un trait de vendeur, ou c'est un trait des deux, selon toi? Je pense que pour être vendeur, pour être un bon vendeur, développeur d'affaires, il faut l'avoir, ça. Puis pour être un bon entrepreneur aussi, ouais. Je sais pas. Ouais. C'est une bonne question, hein? Ben, puis tu sais, en fait, tu m'amènes là un peu, puis là, je me dis, pour être un bon entrepreneur, tu sais, à la base, et malheureusement, moi, je l'ai déjà entendu, là, des gens qui me disent, écoute, Simon, si j'avais su qu'il fallait que je vende en me lançant en affaires, je me serais jamais lancé. Je pense que pour connaître un succès, il faut que tu sois capable de te lancer. Parce que tu vois, moi, avec les clients avec lesquels je travaille, souvent, quand les équipes sont plus petites, l'entrepreneur qui est le visionnaire, le fondateur, il est souvent dans d'autres cases. Puis plus qu'autrement, le fondateur, le visionnaire, il est dans les ventes. Ben, parce que c'est lui, tu sais, moi je le dis souvent, c'est la meilleure personne pour vendre une entreprise, c'est le président, le fondateur. Ça devrait être une grosse partie de son travail en vente, en développement des affaires, en représentation. Oui, tu peux avoir ça prend les mêmes skills aussi. Ça prend la drive, ça prend l'entre-gens, ça prend... Oui, effectivement. Puis tu sais, moi, ce que je vois souvent, c'est justement ces gens-là, quand tu es à la tête d'une organisation, tu l'as bâti, tu la connais de fond en comble, tu es capable de... Puis tu as le pouvoir décisionnel ultime. Tu es en avant d'un client, il se passe quelque chose, tu peux prendre une décision dans le moment, puis l'organisation va le faire. Alors que, tu sais, quand j'étais représentant, quand j'étais vendeur, quand tu l'as été pour, même quand tu étais pour ton entreprise agent manufacturier, tu n'as pas cette liberté-là. Ouais. C'est un peu plus difficile. Puis là, ben, on a parlé de ton apprentissage, mais écoute, tu as hinté un petit peu là-dessus, tu as donné un peu d'indice. C'est quoi la chose dont tu es le plus fier dans ta carrière ou dans ton entrepreneur? Mettre le point sur un, Ben, écoute, on a du temps, fait que garde-toi. Je pourrais pas, mais il y a chez Solias, il y a un contrat que je suis allé chercher. Je me souviens, ça a pris 2 ans. 2 ans avant ma première job. Puis là, moi, je stressais en tant qu'entrepreneur. Chris, ils vont me foutre à la porte. Ça fait 2 ans, j'ai rien vendu. Puis quand j'ai vendu mon premier contrat, c'était 7 millions. Mon DG, là, mon patron, il me dit hey, félicitations, là, ça a été rapide. Ça a été rapide. Il dit 2 ans, mais parce que c'est des cycles tellement longs. Des fois, ça peut être 5-10 ans. Puis, c'est un projet que j'avais pris, qu'on avait déjà soumissionné dans le temps, mais plusieurs années après. Puis, je l'ai vraiment suivi, je l'ai monté. Puis, j'ai travaillé avec le client pour justement... Il y avait des problèmes un peu de cash flow. C'était une cimenterie qui était perdue au milieu de la Pennsylvanie, familiale. Et j'ai réussi à aller chercher 400 000 pour de l'ingénierie préliminaire. Un autre 800 000 pour de l'ingénierie de détail. Puis après ça,
J'ai dealé avec lui pour closer avant Noël le projet. C'est un projet de 7 millions, un beau projet. On a fait des beaux profits là-dessus qui a bien été. Mais je me souviens, le 400 000, je dis, tu m'envoies un bon de commande. Il m'envoie un papier, un receipt là, en rose, marqué à la main, 400 000, photocopié, scanné, il m'envoie le scan. Ouais. Là, C'est pas j'ai vu mon DG, je dis, je peux-tu accepter ça? Il dit, ben, ça fait référence à notre soumission. On a nos termes et conditions dans notre soumission. Oui. OK. Fait que quand ça a été 800 000, je dis, vois-tu un bon de commande? Papier. Puis le 7 millions, papier, rose, scanné. On n'a jamais eu de contrat officiel. Ben, on a eu ça qui est officiel, mais c'est les meilleurs contrats parce qu'on a tout fait pour que le client soit content, puis ça a bien été. Puis quand il y avait des petits enjeux, ben, on les réglait ensemble, puis ça a super bien été. Ben, c'est le secret de la business, mais c'est intéressant quand même de voir. Puis tu sais, il y a plein de choses que tu as dit. Le cycle de vente, chaque industrie, chaque produit a le sien. Tu étais entrepreneur, tu n'étais pas habitué d'un cycle de vente de 2 ans, puis ton DG dit « Hey, ça a été vite ». Parce que lui, il est habitué sur un cycle de vente de 4, 5, 6 ans. Ça a été un gros défi parce que chez Flexstar, notre cycle de vente, c'était nos livraisons, c'était 6 à 12 semaines à peu près. OK. Là, je passais à une industrie où le cycle de vente était beaucoup plus long, puis les livraisons, c'était 1 an et demi à 2 ans. J'ai dû me ralentir. Je cherchais l'adrénaline quand je suis arrivé. Ça m'a pris 1 an à m'ajuster. Je trouvais que les choses allaient trop lentement. J'avais besoin d'adrénaline. Puis après ça, je me suis ajusté au rythme de la compagnie. Puis après ça, ça a bien été. Mais ça a été difficile la première année. Ça doit effectivement être difficile quand tu es habitué d'être un cycle de vente relativement court. Là, on parle d'un délai de livraison d'un trimestre, grosso modo. En dedans d'un trimestre, la commande est prise puis le produit est livré. Ouais. Ça veut dire que le cycle de vente a été sensiblement... on faisait 5 soumissions par jour. Là. Après ça, on est tombé à 30 soumissions par année. C'était différent. C'est un autre deal complètement. Puis, tu disais au niveau de la... Ben, tantôt, tu as parlé qu'un de tes clients, quand tu es parti justement chez Solios, ton client t'avait dit, rapidité de soumission. As-tu noté que c'est quelque chose qui est important? Moi, je dis souvent, ta soumission, quand tu as un client qui est chaud, qui est prêt à avoir une soumission, ne prend pas 3 semaines à y envoyer, envoie-y le plus rapidement possible. Là, ton client te le dit. C'est-tu quelque chose que tu as gardé dans le reste de tes entreprises? Oui, toujours. Ouais. Toujours essayer d'envoyer la soumission le plus rapidement possible, puis de bien questionner, de bien comprendre les enjeux du client pour que ta soumission reflète vraiment ses besoins. Oui. Il n'y a jamais rien de plus qui me tapait sur les nerfs quand que je reçois une soumission, puis il y a 2, 3 affaires. Il m'a-tu écouté? As-tu compris ce que je voulais? C'est pas ça que je veux. Puis là, tu es obligé de faire des back and forth pendant 2, 3 fois. Tu perds la confiance. Ben, tu perds la confiance, puis tu perds la vente. En fait, dans un processus de vente, moi, celui que j'utilise souvent, c'est que tu as une phase d'acquisition, tu as une phase de qualification, puis tu as une phase de prise de besoin. Je dirais les deux critiques dans le processus de vente, c'est la qualification et la prise de besoin. Il faut vraiment que tu passes du temps à poser des questions à ton client. Souvent, particulièrement au niveau de la prise de besoin, il faut que tu sois un enfant de 4 ans. Puis je le fais maintenant. La qualification est beaucoup plus importante parce qu'au début, l'année dernière, j'avais 3 nouveaux clients, mes 3 nouveaux clients, 3 premiers clients, excuse-moi. Au début, tu prends les clients que tu as. Oh, vous voulez EOS? Oui. Puis là, tu te rends compte qu'ils ne sont pas target market. Il y a le démographique, il y a le psychographique qui est très important du client, puis ils n'avaient pas le portrait psychographique pour EOS. Il y a besoin de clients qui veulent progresser, mais qui sont ouverts au changement, qui sont prêts à changer, puis à être vulnérables, puis à laisser la corde pour déléguer. Et souvent, les entrepreneurs, ils tiennent ça avec des rênes, là, puis s'ils ne sont pas capables de lâcher, EOS ne va pas marcher. Fait que maintenant, la qualification, quand je fais des présentations avec les clients, il faut qu'ils me vendent, qu'ils sont prêts. Ils sont prêts. Parce que ça ne me tente pas, moi, si je veux avoir de l'impact, je veux les aider, mais si ils ne sont pas ouverts, ça ne va pas marcher. Fait que je ne veux pas les onboarder. Donc, je leur dis, moi, des fois, je ne pense pas que vous êtes prêts. Ben,
ça prend une certaine... Ce que j'entends, c'est que ça prend une certaine maturité au niveau de l'organisation pour être en mesure de faire un système comme ça. Une entreprise qui n'a pas cette maturité-là, puis c'est pas parce qu'une entreprise a 50 ans d'existence qu'elle est mature, mais quand je parle de maturité, c'est des gens à l'interne qui sont, comme tu as dit, qui sont prêts à être vulnérables, qui sont prêts à vivre du changement. Là, là, tu sais que tu vas avoir de l'impact. Exact. S'il y a trop d'ego, s'il y a trop de « je veux contrôler, faire du micromanagement », ça va pas marcher. Puis, comment tu es capable de déceler ça? Quand je fais la présentation, il y a une demi-heure que je leur pose des questions précises. Puis là, je regarde l'équipe, je regarde l'interaction de l'équipe. Je vois si c'est toujours le fondateur qui parle, puis il n'y a personne d'autre qui ose parler, puis tout le monde l'écoute. Oups, il y a peut-être trop de contrôle, puis j'essaie de faire parler les autres. J'essaie de voir la dynamique. OK. Donc, tu fais tes présentations devant, ce que je comprends, l'équipe de direction. Tu as assis l'équipe de direction dans une salle, puis là, tu commences déjà à faire une partie de ton diagnostic. C'est une session, c'est la première session, puis ça fait partie du processus. C'est un pitch, mais c'est une session aussi pour leur expliquer, puis leur poser des questions, voir la dynamique, leur apprendre le système aussi, qu'est-ce que c'est le système, puis le processus que je fais avec eux. Mais je prends ça pour vraiment déceler les besoins, puis, comme tu dis, qualifier le client. Mm-hmm. Ben, puis, tu sais, c'est là, moi, ce que j'ai vu, tu l'as certainement vécu aussi, c'est dans cette phase-là, un client qui est mal qualifié, puis tu sais, comme tu as dit, tu prends parce que, bon, généralement, il y a des raisons économiques derrière ça qui font que tu dis, OK, je vais le prendre, même si c'est pas parfait, ben c'est généralement là que ça va accrocher, puis c'est des clients que tu vas avoir des problèmes, c'est des clients que ça coulera pas. Puis si tu sais pourquoi tu le prends, tu sais dans quoi tu t'embarques, mais tu as une raison, c'est correct. Mais il faut que tu le prennes en toute conscience que ça peut être pénible, mais tu te dis, ça va me faire de l'expérience, ça va me faire une référence, fine. Mais il faut que tu t'attendes que... Il va y avoir quelque chose. Ben, puis en fait, à quelque part, tu es en train de négocier avec toi-même quand tu fais ça. Parce que plus tard dans le processus, il y a une phase de négociation. Dans la négociation, c'est qu'est-ce que Thierry veut, qu'est-ce que Simon veut. Mais là, c'est qu'est-ce que Thierry et Thierry veut, tu négocier ensemble, puis tu dis, ben, OK, je suis prêt à laisser... moi, à un moment donné, j'avais une cliente avec qui j'ai négocié, puis on a négocié un peu plus serré, mais moi, j'allais chercher quelque chose que d'avoir cette cliente-là m'amenait quelque chose d'important dans mon organisation. J'étais prêt à négocier un peu plus que quelqu'un que, Donc, OK. Si on retourne un petit peu dans tes posts, je suis allé lire sur ton profil LinkedIn dans les derniers posts que tu as fait, puis j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Tu as fait un repartage et tu parlais de ne pas avoir de plan B. Fait-tu longtemps que tu as cette philosophie-là? Ouais, pas mal. Pas mal. Quand je me lance quelque chose, je suis un gars de passionné. Quand je me lance dans quelque chose, ma femme le sait, quand je me lance dans quelque chose, je vais 100%. Je lis tout ce qui existe là. Je vais vraiment de façon passionnée sur quelque chose. Je suis à 100%, puis je pense pas à l'échec. J'y vais à tête baissée. Mais j'ai quand même un plan, j'ai une planification. Je me lance pas tête baissée dans quelque chose que je sais que je vais pas réussir. Je me prépare quand même, puis je m'analyse, puis si je vois que j'ai des bonnes chances de réussir, j'y vais. Puis si j'ai pas de bonnes chances de réussir, je dis pourquoi est-ce que je peux m'outiller pour réussir plus? Puis si c'est vraiment pas dans mes cadres, je le ferai pas. Mais en général, quand je fais quelque chose, c'est parce que j'ai réfléchi dessus, je sais qu'est-ce que ça me prend, puis j'ai un plan de match. Puis j'y vais tête baissée. Puis c'est comme ça depuis tes débuts en affaires ou ça s'est... ouais, je suis pas un gars avec des regrets ou qui commence à trop analyser qu'est-ce que j'aurais pu faire, j'aurais dû. Non, tu avances, tu prends tes actions, ça t'amène ou ça. C'est une étape à la fois. Puis après ça, je me dis, on analysera quand on ira. Quand j'ai fini mes études secondaires, je me dis, OK, j'aimerais faire architecture. Architecture, j'ai pas été accepté. OK, qu'est-ce que je peux faire? Il y a génie. Mais j'avais un frère qui était en génie. Bon, je vais faire génie, je vais voir où ça m'amène. Hop, quel génie? Hop, mécanique. Puis là, j'ai toujours fait ça comme par étapes, sans jamais trop penser trop loin, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va être dans 3, 4, 5 ans. Effectivement. Ben, tu sais, donc, ce que j'entends un peu, puis ça doit être la même chose dans ton entreprise, tu as une idée
de la direction générale, mais dans 5 ans, tu sais pas, est-ce que l'entreprise va faire 500 millions de chiffre d'affaires ou va faire 500 000? Ouais. On le sait pas, mais on Tu s'en fais va des dans prédictions, mais c'est juste pour t'aligner pour que tes actions du jour soient alignées avec un point. Mais ça ne veut pas dire que tu vas rejoindre ce point-là, mais ça va t'amener à t'avancer, à prendre des décisions, puis t'avances. OK. Ouais. Ouais. Là, je veux revenir, tu as parlé tantôt, tu as fait du... Est-ce que tu fais encore du triathlon? Là, je fais pire, là. Je fais des ultramarathons maintenant. Ah, OK. La semaine dernière, Un crinqué. j'ai fait l'Ultra Bromont, 55 km dans la montagne, avec 2500 mètres de dénivelé. Puis ça a été pénible. Hein. La fin de semaine dernière, ramène-toi à la fin de semaine dernière, il faisait 12 degrés, de la pluie. Ouais. La fin de semaine, de la bouette. Ça a été tout un challenge. Qu'est-ce que ça t'a appris? Quel parallèle tu pourrais tracer entre Oh mon Dieu. triathlon, ultramarathon, Il reste combien de temps? Il te reste combien de temps? Go nuts. Amuse-toi. Je vais commencer du contenu sur l'Internet, un blog là-dessus, justement. OK. Il y a tellement de parallèles. Puis surtout, un ultramarathon, c'est tu as besoin d'un bon why. Pourquoi tu fais ça? Parce que comme une entreprise, tu as des hauts, tu as des bas. Quand tu es dans la misère là, pendant 1h30 puis que tes jambes sont trashées puis que ton énergie est basse, il faut que tu demandes pourquoi je fais ça. Si tu n'as pas un bon pourquoi, tu vas abandonner. OK. Ça te garde le focus. Pourquoi je fais ça? Puis tu dis, OK. Là, ça te donne la force mentale de continuer. Puis tu sais que aussi dans l'ultramarathon, si tu veux aller jusqu'au bout, tu sais que quand ça va bien, il ne faut pas s'énerver parce que tu sais que c'est juste momentané. C'est passager, puis quand ça va mal, c'est la même chose. Fait que d'avoir ce mental de dire, c'est juste passager, on va toffer. Ben, tu vois, moi, la course a super bien été, mais sur 9 heures de course, j'ai eu 1h30, j'ai eu des crampes abdominales, c'était l'enfer, puis je pensais abandonner. Mais je me suis dit, je vais toffer jusqu'à l'autre ravitaillement, puis si j'ai encore mal, j'arrêterai parce que c'est pas agréable, je suis pas là pour me faire mal. Puis ça a disparu, puis j'ai fini en force. Mais c'était momentané. Il faut que tu le toffes, puis ça va disparaître. Puis c'est la même chose en affaires. Quand il y a des mauvais moments, il faut se projeter plus loin, puis dire l'entreprise va être encore là, je ne serai pas mort dans 6 mois. C'est juste un mauvais moment passé, on va le passer. Puis on trouve des solutions, puis puis tu sais, ce que j'entends là, c'est que tu t'es dit, OK, ben, je passe un moment difficile, je me suis mis une gate, un tripwire. Si à tel endroit, c'est pas plus facile, là, je me retirerai, un peu comme tu as fait quand tu étais agent manufacturier. Mais un coup que tu es arrivé là, tu te dis, OK, ça va mieux un peu, on va s'encourager, on va aller à l'autre. Puis première chose dessus, ça faisait 9 heures que tu puis que c'est parti, puis que c'était comme si je l'avais pu. OK. Puis, j'imagine le côté de la préparation est aussi important. Parce qu'il y a plein de choses autour de... Oui, tu as l'événement, oui, tu as la course comme telle, mais tout ce qui s'est passé avant a une importance. Exact. C'est énorme. Puis la première fois, moi, c'est la première course que j'ai fait, l'Ultra, c'est il y a 2 ans. Puis c'était un été d'apprentissage énorme parce que c'était nutrition, c'était l'équipement. Qu'est-ce que ça te prend comme outil pour faire ce travail-là? Qu'est-ce qu'il faut que la planification pendant? Il faut que je me nourrisse, il faut que c'est quelle pace, on parlait de pace tantôt, tu peux partir trop vite sur des chapeaux de roue, tu n'auras plus d'énergie. Fait que c'est quoi le pace que tu donnes? Toute la gestion de mental, physique, il faut que tu te prépares les jambes, mais il faut que tu te prépares aussi le mental. Comme je te dis, des exercices, il y a des choses qu'il faut que tu penses avant. OK, c'est quoi mes 3 why? C'est quoi mes 3 objectifs? Parce que souvent, le premier objectif, il peut sauter, mais si tu n'en as pas un autre objectif, ben là, tu es perdu. Fait que c'est se mettre des étapes et tout. Et je te dirais que celui-là, ben, j'étais beaucoup moins nerveux. Je suis allé à la ligne d'arrivée, j'étais pas nerveux parce que je l'avais déjà fait. Ça faisait 4 courses que je faisais en 2 ans. Puis ça a été plus facile. Mentalement, c'était une moins grosse charge parce que mon cerveau était habitué. OK. Donc, c'est la pratique qui amène à un moment donné, tu maîtrises des choses inconsciemment qu'au début, tu ne maîtrisais pas. Que tu devais apprendre, puis que tu savais que tu n'étais pas bon ou que tu avais peur de... Donc, avec le temps, dans tout, hein, on devient plus compétent, on devient même
inconsciemment compétent. Ouais. On fait des choses sans le savoir, puis les gens disent « Wow, t'es bien bon ». Je dis « Ah ouais ». Mais encore là, tu sais, je veux dire, du triathlon, tu me contais, tu t'es lancé en affaires en 94-95, Ouais. tu faisais déjà du triathlon. Fait que, tu sais, oui, ça a l'air facile aujourd'hui, mais il y a un paquet de choses que, tu sais, t'as gagné de l'expérience, t'as fait Ouais. un paquet Ouais. d'expérimentations auparavant qu'on voit pas Exactement. nécessairement. Puis tout ça, c'est vraiment apprendre à se connaître. Je le vois avec le temps, je me connais tellement bien maintenant que je suis capable de dire oui, non, de sélectionner les choses, puis de me D'être plus aligné. diriger, on gagne avec la sagesse, hein, à se cogner contre le mur, on apprend. Il faut être à l'écoute de soi-même, puis c'est là, à un moment donné, il faut vraiment être à l'écoute de soi-même. En effet. Là, on a Nancy Boudreau qui nous dit Moi, ma carrière d'athlète s'est arrêtée il y a 10 ans après un 5 km. C'est impressionnant, Thierry. Tu sais, effectivement, là, c'est Tout est pas. relatif, hein? Tout est relatif à chacun sa course. Oh, j'aime ça. J'aime Ouais. ça. Donc, c'est pas Moi, parce qu'elle a j'ai couru. fait le 55, ça paraît énorme pour quelqu'un. Hey, courir 9 heures. Ben, j'ai un ami ce week-end-là, il a fait le 100 miles de 160 km, ça lui a pris 30 heures. Puis il a couru dans la nuit, dans la pluie, dans le froid. Fait que pour moi, relativement, je le regarde faire, je dis, mais il est malade. Mais là, il y a quelqu'un qui me regarde, Nancy qui me regarde, elle dit, mais il est malade. Ben, Ouais. tout est relatif. Intéressant. Puis, tu sais, dans le fond, je vais faire un parallèle avec ce qu'on vit comme entrepreneur. Puis, tu sais, je l'ai déjà eu. Puis, Nancy nous dit J'adore à chacun sa course. Je savais qu'elle aimerait ta phrase. Ouais. Mais, tu sais, comme entrepreneur, des fois, on est porté à se comparer à d'autres. Ouais. Puis, on n'est pas nécessairement au même point. Je veux dire, peut-être que dans 10 ans, si je commence à faire du marathon, puis de l'ultramarathon, puis du triathlon. Je ferai pas de triathlon parce que je nage comme une roche, là. Mais, tu sais, si je me compare avec toi aujourd'hui, c'est complètement hors de ma portée. Mais, tu sais, si je commence aujourd'hui, dans 10 ans, peut-être que je vais être au même niveau que toi. Donc, c'est pas se Il y a comparer. 3 ans, j'avais jamais couru plus de 20 km. Puis 20 km, ça me paraissait gros. Le corps, il s'habitue. C'est comme tout, hein? On fait des choses petit à petit, il faut être patient, puis on s'habitue. Mais la comparaison, ce que tu dis, c'est tellement important. Tellement important. J'ai appris ça aussi dans les 10 dernières années, à arrêter de me comparer. Chacun a sa course, chacun a son parcours. Quand on se compare, on ne pense pas, mais il y a toujours un contexte en arrière. On regarde juste quelque chose que nous, on voit, mais on ne sait pas sa vie, on ne sait pas par où il est passé, on ne connaît pas le contexte, puis ça ne sert à rien de se comparer. En effet, puis en plus, maintenant, dans la réalité avec laquelle on vit, les médias sociaux et tout, c'est facile de se créer une vie. Moi, j'ai eu une cliente à un moment donné qui me dit « Ah, Simon, tel compétiteur, il a l'air de rouler au bout. Écoute, il y a des photos de lui devant une grosse maison avec une Lamborghini, puis tout ça. » Je dis « Ouais, ben, tu sais, si je veux, moi, après-midi, je vais aller m'en louer une Lamborghini, puis je vais aller me parquer en avant d'une grosse maison, je vais prendre 3-4 photos, puis on est reparti. » Elle dit « Ah, ouais, ben c'est ça, tu le sais pas. » Puis c'est pas parce que lui est rendu là que toi t'es rendu là et que tu veux te rendre là non plus. Oui. Donc, on arrive vers la fin, Thierry, de notre rencontre. Je disais aussi que dans tes posts, tu parlais, puis tu nous l'as dit, tu lis beaucoup. Ta trilogie préférée, c'est le Seigneur des Anneaux. Fait qu'on n'ira pas là. Mais si tu avais 2 ou 3 livres à nous proposer ce matin, ça serait quoi? Je suis en train de lire, je suis rendu à 3/4 du livre, puis c'est vraiment bien, The One Thing. Oui. The One Thing 2013, je pense. Ça retient The One Thing. Ici. C'est fantastique. Effectivement. Je lis ça, puis je dis waouh, ça me parle parce que c'est vraiment plein de choses que je suis en train que j'ai déjà acquises ou que je suis en train d'acquérir et tout ça. Puis la puissance de ce livre-là, c'est de dire, OK, tu focuses sur une chose seulement, tu laisses tomber le reste, puis c'est all-in, tu sais, c'est ton pas de plan B. Oui, puis j'aime, il dit l'équilibre, ça n'existe pas, il faut se mettre en déséquilibre, mais il faut revenir régulièrement en équilibre pour contrebalancer. Donc, j'aime beaucoup la philosophie parce que oui, il faut all-in, puis c'est pas all-in tout oublier, c'est all-in dire
c'est quoi la chose la plus importante aujourd'hui, ce mois-ci, Mhm. cette année. Puis c'est ça que je fais avec mes clients quand je leur dis c'est quoi vos 3 à 7 objectifs les plus importants dans votre entreprise cette année qu'il faut faire, là, plus 3 que 7, ben, je les amène à Qu'est-ce pour qu'on amener va le faire? focus. Puis ce livre, je suis en train de le lire, j'adore. Good. Puis il y en a un autre de Dan Sullivan qui s'appelle 10x est mieux et plus facile que 2x. 10x OK. is better than 2x de Dan OK. Sullivan. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire ton entreprise, si tu dis je veux croître mon entreprise de 100% en 3 ans, disons, c'est pas si difficile que ça. Puis tu as 1 million de choses que tu peux faire pour arriver là. Mais si tu Mhm. penses je veux être 10 fois plus gros dans 3 ans, puis c'est juste le concept, c'est pas que tu vas. Mais de penser, de dire 10 Ouais. fois plus gros, wow! Là, il y a beaucoup de choses qui deviennent non, 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 non. Là, ça devient beaucoup plus clair qu'est-ce que la chose ou les choses que tu dois faire. En Puis c'est effet. de ce thinking que ça amène justement à ça rapproche beaucoup avec le one thing. Mais c'est le mindset qui va t'amener à bien déterminer the one thing. Donc, ça, c'est complémentaire, je trouve, dans le OK. Ben, thinking. je connaissais pas ce livre-là. Je vais l'ajouter à ma liste. Mais tu vois, le podcast, le post de la trilogie, Ouais. c'était la trilogie de Dan Sullivan. Tu peux voir, les 3 livres sont là. OK. Ben, je vais aller. Comme je te dis, je ne connaissais pas. Si j'en ai un que je pourrais te recommander, là, Ouais. j'en parle souvent, mais Decisive de Chip et Dan Heath. Moi, c'est un livre qui m'a aidé beaucoup sur comment prendre des décisions et comment. Tu sais, en gros, une des choses que j'ai le plus retenu de ce livre-là, on est souvent binaire dans nos choix. C'est Ouais. un ou l'autre. Apprends à faire un et l'autre. Ça va t'ouvrir un monde de possibilités. Donc, écoute, Ouais. intéressant comme ajout. On a eu quelques-uns. J'ai David Bellé-Fortin qui nous parle de Gary Keller. Je ne sais pas exactement quel livre il voulait nous mentionner de ce côté-là, mais des livres d'affaires, il y en a un paquet. Ouais. Toujours intéressant. Écoute, Thierry, ça a été super le fun de te recevoir ce matin. Si Merci. les gens voulaient te contacter, voulaient en savoir plus sur toi, sur ton parcours, sur EOS, Mhm. comment est-ce on te rejoint? On peut me rejoindre, aller sur le site OK, strategium-impact.ca. d'accord. Puis j'imagine via Sur LinkedIn, c'est LinkedIn. toujours une belle Sur façon LinkedIn. de te rejoindre aussi. Good. Ouais. Écoute, Thierry, merci d'avoir partagé ton parcours avec nous autres. Ça a été super le fun Merci. d'apprendre Ça à a te été très connaître. plaisant. Ça a été très Puis, rapide. yes, puis on se reparle bientôt. Bonne journée. Bye. Merci. Au revoir. C'était Thierry Allegrucci de Strategium, un intégrateur EOS. On a parlé un peu de son parcours. Comme vous l'avez vu, Thierry a un parcours entrepreneurial assez impressionnant. Depuis le milieu des années 90, qui est en affaires, travaillé pour des entreprises, a essayé deux, trois différents modèles d'affaires, et il est maintenant rendu à son compte comme consultant, comme plusieurs gens qui écoutent le podcast. On a retenu des choses intéressantes, puis une des phrases que je pense qui est clé dans ce qu'on a discuté ce matin, c'est le fameux « à chacun sa course ». Oui, il faut se comparer, mais il ne faut pas virer fou avec ça. On a chacun nos embûches, notre réalité. Donc, c'est important de garder notre propre focus. Ça nous amène à la fin du show, donc je vais vous remercier. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, ben, je vous invite à communiquer avec moi à info@commercialnomisco.ca. Je vais prendre un moment aujourd'hui là, dans la journée pour répondre à vos questions, commentaires et que vous avez laissés sur les médias sociaux. Si vous voulez rejoindre Thierry, ben, il l'a dit, la meilleure façon, c'est via son LinkedIn. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.